À la une de l'actualité de ce jeudi, afin de voir les dispositions à prendre pour faire face au délestage, les membres de la commission des mines de l'énergie et de l'eau ont visité les centrales électriques de Balengue et de Sirakoro, le point de la visite dans cette édition. Le ministre de l'Agriculture est à Tombouctou. Sur place, il a pu visiter des périmètres maraîchers afin de s'enquérir des conditions de travail des agriculteurs. 16e édition de la rentrée littéraire 2024 au menu de cette édition, des conférences, expositions, débats, entre autres. Merci de votre fidélité. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de l'ORTM 1. La première session de l'Assemblée parlementaire paritaire s'est tenue hier à Luanda, en Angola. Le chef de la délégation du CNT à cette importante rencontre, Assarid Ag Ambarkawan, a présenté à ses homologues des 79 pays présents les avancées du Mali. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. Les sessions se sont succédées selon les accords. Il y a eu d'abord l'accord de Lomé. L'accord de Lomé a fait l'objet des assemblées ACP, parce que l'assemblée ACP a été créée à Bamako en 2005. Cette assemblée est une vieille assemblée qui rentre dans le cadre de la coopération entre l'Union européenne et les pays de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Je pense que c'est ça que nous reprenons sous les signes de l'accord de Samoa. Et j'espère que cette fois-ci, ça va être un véritable accord des peuples et non un accord des responsables. J'ai tenu à informer également des succès que nous avons remportés dans les régions du Nord, surtout des emprises que nous avons reprises dans la région de Kidal, notamment à Ber, à Tessalit, à Gelhok, à Kidal. J'ai expliqué à cette assemblée qu'aujourd'hui, les forces armées et de sécurité maliennes sont maîtres, en tout cas de l'ensemble du territoire national. Et j'ai expliqué que nous sommes en train de lutter véritablement contre le terrorisme. Nous avons décidé donc de prendre notre destin en main. Et je pense qu'aujourd'hui, l'armée malienne ne fait que remporter des victoires sur le terrain. Le fonds de garantie du secteur privé du Mali, désormais installé dans son nouveau siège situé à Amdalaï ACI, ce bâtiment a coûté au fond plus de 4,7 milliards de francs CFA. Doté de toutes les commodités de ce siège, va ainsi renforcer les capacités de la structure. On en sait plus avec Mamadou Fani. D'un coût de plus de 4,7 milliards de francs CFA, ce joyau architectural de 6 niveaux est construit sur une superficie de 2488 mètres carrés. Il offre ainsi un cadre moderne et accueillant aux travailleurs et aux clients de la structure. La construction de cet important bâtiment est le fruit d'une vision stratégique des hautes autorités de notre pays et des actionnaires du Fonds de garantie pour le secteur privé. Nous sommes convaincus que le Fonds de garantie pour le secteur privé est un outil majeur sur lequel les banques peuvent s'appuyer pour financer davantage les entreprises de façon générale et plus particulièrement les PME, PMI et les start-up. L'APBF Mali soutient d'ailleurs le projet d'augmentation du capital du Fonds de garantie pour le secteur privé en vue de la participation de l'ensemble des banques dans son actionnariat. L'accès au financement du secteur privé sans garantie bancaire constitue un frein dans la plupart des pays. Pour pallier cette insuffisance, l'État du Mali a mis en place le fonds de garantie pour le secteur privé. Le nouveau siège de cette structure qui vient d'être inauguré est une réponse aux préoccupations des acteurs du secteur privé. Le fonds de garantie est un véritable instrument de promotion et de développement de l'accès des petites et moyennes entreprises informelles au financement bancaire et par conséquent au financement de l'auto-économie du Mali. La construction de ce siège tant emblématique qu'utile a été fortement soutenue par mon département car contribuant à donner au fonds de garantie pour le secteur privé les moyens de sa vocation et de ses ambitions. Je formule le vœu que son inauguration permette au fonds de jouer davantage son rôle à travers l'augmentation de son volume d'activité et l'amélioration de la qualité de ses services. Instrument catalyseur de l'économie nationale, le nouveau siège du fonds permettra d'améliorer non seulement la visibilité de la structure, mais aussi de répondre aux besoins du secteur privé. De sa création à nos jours, le fonds a permis de financer des milliers d'entreprises avec un engagement de garantie qui dépasse les 500 milliards pour plus de 1000 milliards d'investissements.
Parlons également de cette conférence de lancement du processus budgétaire 2025, une rencontre annuelle qui regroupe l'ensemble des acteurs des finances publiques. Il s'agit de réfléchir sur les mécanismes et les stratégies susceptibles d'atteindre les objectifs. Tchemogo Konate. Top départ pour le processus budgétaire 2025. Les acteurs des finances publiques se retrouvent pour un exercice annuel. La rencontre se tient dans un contexte marqué par la crise mondiale et l'inflation des prix. Cependant, le Mali a tenu bon grâce à sa politique budgétaire. Les recettes fiscales, elles ont été mobilisées à plus de 100%. Donc ça veut dire que les objectifs initialement fixés en termes de recettes fiscales ont été largement atteints et même dépassés. Le gouvernement a quand même fourni énormément d'efforts sur deux aspects. L'aspect renoncement à certains impôts et taxes pour faire en sorte que les prix sur le marché soient abordables. Il y a aussi les subventions de l'État. Des acquis remarquables grâce à l'appui de certains partenaires en matière de réforme des finances publiques et d'investissement dans le secteur de développement prioritaire. Allusion au secteur de l'agriculture, de l'environnement, des infrastructures et surtout du capital humain. Celles qui pourraient être exploitées davantage, de même que la définition d'une stratégie nationale de financement du développement en tant qu'outil de pilotage du développement constitue des pistes intéressantes qui font déjà objet de discussions techniques avec le gouvernement dans la perspective de la mise en place du cadre national de financement intégré. Le taux de croissance réelle du PIB estimé à 5,1% en 2023 devrait atteindre 5,4% en 2024 et en 2025. Un objectif ambitieux inspiré de la politique budgétaire nationale. La politique budgétaire vise un objectif de déficit de 3,6% du PIB en 2025, compte tenu de nombreux engagements du gouvernement, notamment dans le cadre du renforcement des acquis en matière de défense et de sécurité, mais aussi compte tenu de l'amélioration des infrastructures socio-économiques de base pour de meilleures conditions de vie des populations. Il reste entendu qu'à moyen terme, la politique budgétaire s'inscrit dans la dynamique de revenir aux critères de convergence communautaire de l'UMOA, inférieur à 3% à l'horizon 2026. Un engagement qui suscite de l'espoir chez la population. Reconnaissance du mérite, le ministre Sanou a adressé une motion spéciale à certains partenaires qui, en dépit des difficultés, continuent à tendre la main au Mali. Le Conseil national de l'Ordre des médecins du Mali va désormais porter la robe pour ces différentes audiences. Le port de la tenue va donner plus de solennité aux actions de l'ordre qui s'inscrivent dans le cadre du développement sanitaire de notre pays. Le point avec Aldumatina. Tout comme les magistrats qui revêtent la toge des avocats, les greffiers, bref, tous ceux qui interviennent dans le procès, il en sera désormais de même pour l'Ordre des médecins du Mali lors de ces audiences. Organisme personnalisé du ministère de la Santé, créé par la loi 030 du 17 juillet 2017, le Conseil national de l'Ordre des médecins du Mali prononce des sanctions contre les médecins qui violent le code de déontologie. Et compte tenu de cette lourde responsabilité, il était nécessaire que l'ordre porte désormais la robe qui donne de la solennité à ces différentes actions. Le port de robe est un événement très solennel. Quand vous appelez, convoquez des médecins pour les écouter, ils peuvent venir avec des avocats, ils peuvent se faire accompagner. C'est la loi qui décrit tout ça, comment ça se passe. Vous pouvez convoquer aussi les parties, les plaignants, pour les écouter. Pour la solennité de ces écoutes-là, de ces audiences, vous devez être en tenue correcte pour les écouter, pour rendre solennel votre message, mais aussi vos actions. Cette cérémonie de port de robe de juridiction disciplinaire a une signification particulière sur le plan juridique. Au moment de rendre des décisions d'une certaine gravité, d'une certaine importance, comme c'est le cas en matière de conseil de discipline, il faut que cela soit entouré d'une certaine solennité. Cette solennité sied aussi aux instances disciplinaires et de toutes les corporations. C'est vraiment un événement historique donc, qui est à saluer et à encourager. Nous savons que l'Ordre des médecins, c'est pratiquement une corporation qui est là pour être à côté du ministère de la Santé et pour voir tout ce qui marche, tout ce qui ne marche pas avec les médecins. Tout laisse à croire que les décisions qui seront rendues avec cette tenue et la solennité qui va avec
auront beaucoup plus de poids tant au niveau des médecins qu'au niveau des instances qui sont chargées de l'exécution des dites décisions. Les membres de la commission des mines, de l'énergie et de l'eau du CNT ont visite de terrain dans les centrales électriques de Balengue et de Sirakoro. Il s'agit pour la commission de voir les dispositions à prendre pour faire face au délestage. Boubacar Bablin Touré pour plus de détails. À moins d'un mois du Ramadan, les membres de la commission en charge de l'énergie du CNT en visite de terrain à Balengue et à Sirakoro, 2 centrales électriques. Le but est non seulement de s'assurer de la fonctionnalité des machines, mais aussi de dégager des voies et moyens susceptibles d'assurer la desserte en électricité pendant la période du Ramadan. À l'approche du mois de Ramadan, nos autorités veulent tout faire pour donner l'électricité aux Maliens. Et les installations sont en bon état de marche. Nous sommes en manque de carburant et c'est explicable. Pour faire fonctionner, donner 400 mégas aujourd'hui au Mali, à Bamako, de puissance électrique, il faut allumer les 4 centrales. En allumant ces 4 centrales, il faut dépenser à peu près 1,3 milliard de francs CFA par jour, soit à peu près 40 milliards de francs CFA par mois. Le président de la transition a ordonné qu'on ait le maximum de carburant pour faire fonctionner les centrales, pour donner l'électricité aux Maliens. Donc je peux vous rassurer qu'on est dessus. Les délestages vont diminuer au minimum de 80%. Sinon, à 100%, c'est le but recherché. Les autorités de la transition, soucieuses du bien-être des populations, sont à pied d'œuvre pour permettre aux Maliens de bénéficier régulièrement de l'électricité. Dans l'immédiat, des solutions à court terme sont envisagées. Les livraisons de carburant ont commencé, alhamdoulilah. Dans le cadre de l'AES, le Niger accepte de nous donner le carburant à peu près 230 francs CFA le litre. Ce qui est inédit. Donc ça veut dire que l'AES est de bon augure. Aussi, les livraisons russes ont commencé à partir du port de Lomé. Les livraisons de l'Arabie Saoudite aussi vont commencer. Mais tout cela, c'est des solutions pour moi d'urgence parce qu'il faut sortir du thermique. Nous avons pensé, nous allons proposer au département de l'énergie de changer de législation pour permettre aux foyers maliens, c'est-à-dire aux abonnés d'EDM, de produire de l'électricité à partir de leur toit, à partir du solaire, et vendre le surplus à EDM. Et le calcul est net fait, on peut défalquer ça de leur facture à la fin du mois ou à la fin de l'année. Derrière ce tableau, une lueur d'espoir qui peut être un début de solution au délestage que connaît le pays en ce moment. On a d'autres points qu'on est en train de voir, notamment la construction de centrales à Kenyé, à Bagoué, qui sont en vue. Et le mois prochain, Inch'Allah, nous aurons probablement la première pierre de 4 centrales de 100 mégas, 100 mégas, 100 mégas chacune en centrale photovoltaïque grâce à la collaboration entre le Mali et la Chine et le Mali et la Russie. Et le président de la commission de remercier le peuple malien pour sa résilience avant de conclure que tout sera mis en œuvre pour une solution durable à ce problème d'électricité dans notre pays. La ministre de la Santé et du Développement social apporte le soutien des autorités de la transition aux communautés chrétiennes. À cet effet, elle a remis 20 tonnes de riz et 10 tonnes de sucre. L'initiative s'inscrit dans le cadre du carême de l'année 2024. Reportage Benoko Fofana et Idrissa Traoré. Le Mali, terre du vivre ensemble, de solidarité et de partage. Cela se confirme avec ce geste de solidarité du ministre de la Santé et du Développement social. Elle remet 20 tonnes de riz et 10 tonnes de sucre aux communautés chrétiennes. Cette donation à l'endroit des communautés chrétiennes pour couvrir les besoins pendant le carême est une première en République du Mali, selon les bénéficiaires. Nous sommes des religieux, nous jeûnons et prions, mais heureusement de ces souvenirs que nous mangeons aussi, ces souvenirs de nous en ces périodes de l'année. Merci pour ce geste. Je dirais que c'est avec une profonde gratitude que je prends la parole ce soir ici, au nom des évêques du Mali et de l'ensemble de la communauté catholique, pour exprimer notre sincère reconnaissance envers les chefs de l'État, l'ensemble du gouvernement, représenté ici par son Excellence le ministre de la Santé et du Développement social, pour leur généreux don en vivre en faveur des couches défavorisées de notre société. C'est une première. Allah Kanaka là-bas. À travers cette remise de vivres, les autorités de la transition réaffirment que dans le Mali Koura, chacun compte. Madame la ministre, aujourd'hui, la solidarité gouvernementale est visible.
Vous êtes témoins, mes frères chrétiens. Vous relevez directement par votre foi et par votre croyance de mon département. Mais vous voyez que c'est un autre département qui vous vient en aide dans les mois sacrés carême. Bravo. Quelle joie qui m'anime. Madame le ministre, vous êtes à saluer. Bravo. En ce début de carême chrétien de l'année 2024, la cérémonie qui nous réunit est pleine de symboles et de significations. Elle témoigne incessamment la volonté de solidarité, d'unicité et de la laïcité de notre État. Elle a aussi pour objet d'apporter notre solidarité à nos frères et à nos sœurs chrétiens vulnérables et démunis à travers un don de 20 tonnes de riz et de 10 tonnes de sucre. Ravis, les bénéficiaires ont prié pour la nation malienne. Je le disais dans les titres, le ministre de l'Agriculture est à Tombouctou pour s'enquérir des conditions de travail des agriculteurs de la région. Il s'est rendu dans les périmètres maraîchers de Tarambagou et sur les parcelles de 2 agriculteurs. Tombouctou, le reportage de Idrissa Goulou Sissoko. La première étape de cette visite du ministre de l'Agriculture a concerné le périmètre maraîcher de Tarabangou. Ici, c'est 333 producteurs qui cultivent différentes spéculations sur 35 hectares en vue d'approvisionner en produits frais la ville de Tombouctou en toute saison. À Kabara, seconde étape, le ministre s'est rendu dans la parcelle d'Ibrahim Mohamed qui fait de l'arboriculture et l'élevage. Abdrahmane Aïdra est un jeune diplômé en droit. Il a préféré l'agriculture. Sur 5 hectares, il expérimente différentes cultures, notamment le melon et la pastèque. Il faut reconnaître qu'il y a un réel potentiel économique dans l'agriculture. Et je reste convaincu aussi que notre développement va aussi passer par l'agriculture. Alors, je suis revenu à Tombouctou et avec mes partenaires, Mahaman et Hamou, on s'est engagé. On a commencé sur 40 mètres sur 40 et aujourd'hui on est sur 4 hectares. Donc c'est pour dire combien l'agriculture paye, combien financièrement ça peut vous maintenir. Et si ça peut le faire pour des individus, 1, 2 ou 3 personnes, ça veut dire que ça peut le faire pour une communauté. Et si ça le fait pour une communauté, ça peut le faire pour tout le pays. Pour le ministre, cette visite aura été tout simplement merveilleuse. Malgré la rigueur du climat, des personnes sont engagées pour que l'agriculture puisse se développer. Et pour cela, il mérite l'accompagnement de son département. Quand on parle de Tombouctou, les gens pensent que c'est beaucoup plus la spiritualité, le commerce. Mais en fait, Tombouctou vit de l'agriculture. Nous venons de visiter 3 sites. Quand vous regardez un peu la pomme de terre, les tubercules sont de gros calibre. Tu prends les aubergines, c'est la même chose, la betterave et les oignons. Donc pratiquement, il y a tout ce qu'il faut naturellement pour améliorer un peu le statut nutritionnel des populations à partir de ces différents bassins de production. Pour moi, je suis vraiment un ministre comblé par rapport à l'intérêt que les gens manifestent pour la terre, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et le problème fondamental qui est posé, c'est de trouver un mécanisme de financement et de soutien à toutes ces activités. Une rencontre avec les chefs de service et les responsables des fêtières des organisations relevantes de son département a été une occasion d'échanges fructueux autour des préoccupations et des orientations du ministère de l'Agriculture. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre du 21 au 28 février 2024 la Journée internationale des langues maternelles. Les activités prévues visent à promouvoir la diversité culturelle et linguistique, conformément aux orientations contenues dans le programme décennal de développement de l'éducation et de la formation professionnelle. Le reportage de Fademba Keïta. La langue maternelle est le meilleur moyen de communication entre les communautés malgré le multilinguisme. En tant que langue première, elle permet à ceux qui la partagent de comprendre, d'exprimer leurs idées, d'échanger, de transmettre les connaissances, de découvrir le monde, en un mot, la vie. Le thème national, l'éducation multilingue, facteur de préservation de la diversité culturelle et du développement durable au Mali, se révèle pertinent et d'actualité, surtout dans une situation de notre pays où les jeunes comme les adultes ont besoin de communiquer, de dialoguer, de se comprendre, de se tolérer et de s'accepter les uns les autres. Le décret du 22 juillet 2023 portant promulgation de la Constitution officialisant les langues nationales promeut la vulgarisation de nos langues nationales ou maternelles. Cette officialisation des langues nationales constitue un acte majeur de souveraineté. Elle consacre la promotion de multilinguisme fonctionnel
et conviviale. Elle invite aussi à une meilleure organisation des structures de promotion des langues nationales et une formation accrue des usagers au niveau de tous les secteurs de la vie publique. D'ores et déjà, une loi organique est incessamment attendue pour déterminer les conditions et les modalités d'emploi de chacune des 13 langues nationales déclarées langues officielles du Mali. Au niveau de l'éducation non formelle, tout comme dans les autres ordres d'enseignement, l'État est résolument engagé à faire du multilinguisme des outils d'apprentissage et de préservation de la diversité culturelle. Le multilinguisme est une réalité au Mali, aussi bien dans la vie publique qu'en milieu scolaire. L'État est résolument engagé à faire de nos langues nationales des outils d'apprentissage dans tout le système éducatif. Cette politique se vérifie depuis 2002 par l'enseignement de ces langues dans certaines facultés, à l'École normale supérieure de Bamako et dans les établissements d'enseignement secondaire général. À cela s'ajoute l'organisation du concours de recrutement des enseignants chargés de l'enseignement des langues nationales dans le secondaire. Les langues maternelles peuvent être des véritables vecteurs de renforcement de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Les écrivains, éditeurs et des acteurs du livre du Mali, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique participent à Bamako à la 16e édition de la rentrée littéraire 2024. L'Afrique du vivre ensemble est le thème de cette édition. Le reportage de Fademba Keïta avec la voix de Benoko Fofana. La rentrée littéraire du Mali, 16e édition, est un festival du livre qui réunit des essayistes, poètes, romanciers, éditeurs, des universitaires et des hommes d'art et de la culture. Le thème choisi, l'Afrique du vivre ensemble, qui sera décliné en 15 sous-thèmes, nous invite à plus de cohésion dans un pays qui en a tant besoin. L'époque, les faits nous défient. Vivre ensemble est plus difficile que jamais. La solidarité, l'écoute et la compréhension, la connaissance mutuelle la plus profonde et le désir d'avancer ensemble sont d'autant plus nécessaires. Le vivre ensemble comme expression et comme concept se doit d'être revisité, soigné et non abandonné. L'équipe d'organisation et de programmation de la présente rentrée littéraire et ses partenaires nous proposent une pléiade d'activités auprès de nombreuses productions littéraires disponibles. Nous avons des rencontres dans les universités, dans les écoles. Nous avons donc des tables rondes, des débats, des cafés littéraires, des spectacles. Nous avons aussi des forums. Nous avons un marché du livre au musée Moussokunda. Nous avons le forum des manifestations littéraires en Afrique. Coopération suisse, on est très heureux de rester un acteur engagé, un partenaire engagé dans la culture. On n'est plus très nombreux. Et voilà, pour le vivre ensemble, la cohésion sociale, mais aussi la culture constitue un moteur de développement économique et d'épanouissement personnel, mais c'est aussi un moteur de développement, c'est aussi conçu comme ça et on soutient la professionnalisation des milieux culturels. Cette 16e édition de la rentrée littéraire en cours va en droite ligne du contenu de la politique nationale, du livre et de la lecture. Elle se présente aux yeux du ministre de la Culture, de son collègue des Mines et de tous les Maliens comme un puissant vecteur de paix. La rentrée littéraire, ce sont donc les échos du monde, mais aussi les réalités d'ici. Donc, un espace de rencontre et d'échange, de partage d'émotions et d'ambition, mais un espace de communion et de recueillement. Enfin, c'est aussi un espace privilégié de questionnement, de doutes, de réponses, d'écoute pour les écrivains, les critiques, les lecteurs, le public, de traiter avec leur inspiration, leurs convictions, leurs expériences, leurs émotions. Ce festival du livre se tient en partenariat avec 5 événements culturels à Bamako et dans les régions. La journée de la lecture à Bamako, les festivals Korodouaou, Hen Kaourin, Adara et Takamba, respectivement à Sikasso, Mopti, Tombouctou et Agao. Également dans cette édition, les auditeurs du Master en criminalité organisée, terrorisme et coopération internationale pénale de l'école de maintien de la paix à Lyon Blondin-Bay ont visité les locaux de l'Office central des stupéfiants d'Odakoni.
Coordonner les actions pour lutter contre les stupéfiants. L'Office central des stupéfiants OCS et les auditeurs du master en criminalité organisée, terrorisme et coopération internationale pénale de l'école de maintien de la paix à Lune-Blondin-Bay ont compris cela. Avec tous les honneurs, les auditeurs ont été reçus. L'OCS leur a été présenté dans toute sa splendeur. En guise de reconnaissance, les auditeurs ont remis un tiwara au directeur de l'OCS. Nous avons eu un regard, une vue beaucoup plus approfondie sur les liens qui peuvent être établis entre ce que nous sommes en train d'étudier, à savoir la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et la coopération, et le travail que vous, au sein de l'Office ici, vous êtes en train de faire. Cette visite a une portée professionnelle et dénote la bonne collaboration entre l'Office central des stupéfiants et l'école de maintien de la paix à Lune-Blondin-Bay. Depuis quelques mois, l'Office central des stupéfiants OCS entretient avec l'école de maintien de la paix à Lune-Blondin-Bay de Bamako un fructueux partenariat dans le cadre du renforcement des capacités. Ce partenariat est le fruit du leadership des deux chefs de service. Je suis convaincu qu'en agissant de concert et de façon convergente, que nous atteindrons nos objectifs fondamentaux, à savoir la lutte contre l'insécurité et le trafic des stupéfiants. Investi des missions de police judiciaire en matière de lutte contre le trafic illicite de drogue, l'OCS est aussi chargé d'assurer la coordination opérationnelle des actions de toutes les structures nationales chargées de lutte contre le trafic de drogue. Et dans le cadre de leur formation, les 22 stagiaires de la 3e promotion de l'école de guerre du Mali sont dans la Venise malienne pour un voyage d'études. Ils ont eu un échange avec le gouverneur sur la situation sécuritaire au centre. Le point de cette rencontre avec Bemba Sibi et Suleiman Tepsougué. La triptyque sécurité, paix et développement, c'est l'approche adoptée par les autorités régionales de Mopti pour une sortie effective de crise. Voilà entre autres aspects de la stratégie régionale que le chef de l'exécutif a tenu à partager avec les stagiaires de la 3e promotion de l'école de guerre du Mali. Les 22 stagiaires de cette promotion, dont 4 femmes, séjournent dans la région dans le cadre d'un voyage d'études. Cet enseignement opérationnel, nous voulons le peaufiner à travers la connaissance des réalités sur le terrain par les acteurs eux-mêmes. Les objectifs pédagogiques qui nous avaient été assignés pour vérifier l'enseignement théorique, la pratique sur le terrain, pour discuter de l'approche globale, puisqu'il est le chef de l'exécutif régional, pour voir comment est-ce que toutes les synergies ministérielles, interministérielles travaillent ensemble pour apporter la paix et la sécurité. L'échange entre le gouverneur et les stagiaires a essentiellement porté sur les conséquences humanitaires de la crise au centre. La région accueille 48% des personnes déplacées internes. Pour ce qui est de la situation sécuritaire, elle reste calme et complexe. Complexe par des facteurs endogènes et exogènes qui peuvent éteindre la flamme du calumet de la paix, une flamme qui doit être attisée par la lutte contre les groupes terroristes, la poursuite du processus de paix et de réconciliation et la mise en place de projets structurants de développement impliquant toutes les communautés. On partage avec eux la dynamique triptyque de la région, c'est-à-dire paix, sécurité, développement, ou dans le sens inverse, développement, paix, sécurité. Et on a partagé avec eux le quatuor de caractéristiques qui concernent la durabilité, la globalité, l'équité et la viabilité de l'ensemble des projets et initiatives que nous devons prendre dans la région. Parce que nous ne pouvons pas nous contenter, nous ne pouvons pas vraiment prétendre engager des projets ou des aspects qui ne sont pas durables. Les stagiaires de la 3e promotion de l'école de guerre ont également visité les structures militaires de la région au cours de ce voyage d'études. Un repas de corps a mis fin à la rencontre avec le gouverneur de la région. Une délégation de la police, de la gendarmerie et de la protection civile de Koutiala était à Yurusso. Elle a remis un véhicule à la police, des matériels informatiques à la gendarmerie. Les autorités administratives et les forces vives de Yurusso ont eu droit également à des échanges avec cette mission. Reportage Prima Kone. Cette délégation régionale des forces de défense et de sécurité de Koutiala, bien accueillie à Yurusso, échange avec les éléments sur place, les autorités administratives et les forces vives sur la situation sécuritaire du cercle. Les échanges consistent à relever les préoccupations, à rappeler les consignes de nos chefs hiérarchiques aux éléments qui sont sur place, ensuite les encourager à rester prudents et à redoubler de vigilance.
Nous avons constaté que le moral est bon et on a profité de cette situation pour remettre des véhicules et des matériels informatiques au commissariat, à la brigade de gendarmerie. La situation sécuritaire du cercle de Yorosso est relativement calme malgré quelques poches d'insécurité. Il y a quelques poches de menaces, notamment au niveau de l'arrondissement de Boura, une partie de l'arrondissement central, notamment les communes de Kifosso et de Karangana. C'est l'occasion d'interpeller les uns et les autres pour qu'ils restent solidaires. Il y a d'abord la sécurité qui passe par l'électricité. Nous n'en avons pas. Nous avons parlé de l'eau. Et sincèrement, sans la route, nous sommes enclavés. De retour de Yorosso, la délégation a félicité les éléments du poste de contrôle intitulé DTR de Kouri pour avoir saisi des constituants explosifs. C'était la vigilance des éléments au poste de contrôle et puis au poste de sécurité. Ces explosifs n'ont pas été retrouvés. Cet acte honore l'ensemble des forces de sécurité et de défense et la gendarmerie en particulier. Cette visite peut et doit contribuer à galvaniser les forces de défense et de sécurité pour l'atteinte des objectifs sécuritaires. L'Agence des technologies de l'information et de la communication AGETIC a tenu sa 20e session ordinaire de son conseil d'administration. Les échanges portent sur les textes relatifs à la gestion du point ML, la modernisation de l'administration, ainsi que les recommandations de la session précédente. Pour cette année 2024, le projet de budget s'élève à près de 3 milliards de francs CFA. Le reportage de Inaba. Au cours de la 20e session ordinaire du conseil d'administration de l'AGETIC, les administrateurs examinent et adoptent le rapport d'activité 2023, le projet de programme d'activité et le budget 2024. Son adoption va permettre à l'Agence des technologies de l'information et de la communication de poursuivre le développement et le déploiement du réseau intranet, visant l'amélioration des performances de notre administration. La finalité recherchée est l'accélération de la digitalisation des procédures de métier ainsi que la fourniture des services de qualité aux usagers. Aujourd'hui, plus que jamais, cet intranet a besoin d'être consolidé, mieux sécurisé et étendu aux nouvelles régions administratives dans un contexte de menaces liées aux attaques de tout genre dans le cyberespace. Ce contexte exige de nous la prise de dispositions urgentes pour accroître l'usage de nos produits et services numériques développés par des compétences nationales. Malgré le contexte difficile de notre pays, le gouvernement a inscrit dans son plan d'action la modernisation de l'administration dans ses axes prioritaires. C'est pourquoi l'accent sera mis sur les secteurs vitaux, notamment l'éducation, la santé, les infrastructures, la justice, entre autres. La perspective pour l'année 2024 porte notamment sur la consolidation du réseau intranet de l'administration et son extension aux nouvelles régions administratives du pays, puis la consolidation de la messagerie et également les activités de promotion du point ML qui viennent d'être rapatriées. L'Agence des technologies de l'information et de la communication a pour mission de concevoir, développer et faire entretenir les infrastructures TIC des services publics, parapublics et des collectivités. La Direction générale de l'Institut national de santé publique INSP a tenu aussi la 6e session ordinaire de son conseil d'administration. Les administrateurs ont examiné l'état d'exécution des activités de 2023 et le budget prévisionnel qui se chiffre à plus de 5 milliards de francs CFA. Le reportage de Koumba Sissé. Plusieurs documents relatifs à l'état d'exécution des travaux sont au centre de la 6e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Institut national de santé publique INSP. Ce service public à caractère scientifique a réalisé ses activités de l'année écoulée à hauteur de 83%. Parmi les acquis, la formation continue des agents, la validation de certains documents stratégiques et la réalisation des examens médicaux. En termes de réalisation, l'INSP a effectué 20 880 examens dans le cadre de la routine et de la surveillance épidémiologique, incluant la dengue, les méningites bactériennes, la rougeole, a présenté 24 thèses de doctorat et 11 mémoires de licence et de master et a effectué des missions d'investigation et de contrôle dans le cadre de la sécurité sanitaire des aliments.
Il a effectivement organisé plusieurs formations continues et a encadré 348 apprenants. Cependant, dans son fonctionnement, l'INSP a connu au cours de l'année 2023 des difficultés structurelles, à savoir le vide institutionnel laissé par la sortie de l'ex-ANSA, dont la gestion de son actif et passif reste confiée à l'INSP. Environ 5 milliards 128 millions de francs CFA, c'est le budget prévisionnel de l'INSP qui a connu un peu de diminution par rapport à l'année précédente. Il est réparti sous 3 sources de financement, à savoir le budget de l'État pour 2 846 538 francs CFA, le recouvrement de coûts à 1 561 872 520 et le financement extérieur soit 719 709 208. Il me plaît, par cette occasion, d'annoncer que dans le cadre de la modernisation des infrastructures, l'INSP a acquis un laboratoire de niveau de sécurité 3 sur le financement de l'État et d'autres laboratoires sont en cours de construction pour affranchir l'INSP des questions de normes de laboratoire. L'INSP compte actuellement plus de 260 agents. Pour atteindre son effectif prévisionnel dans 3 ans, la direction de la structure entend le compléter à 386 agents pour répondre à souhait aux attentes des populations. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et 2 de ses collègues ont rencontré cet après-midi le système des Nations Unies au centre des échanges. La nouvelle posture au lendemain du départ de la MINUSMA dans les domaines humanitaires et économiques. Le reportage de Mamari Koné. Échange direct et franc entre le gouvernement du Mali et les chefs d'agence, les responsables des organisations internationales et le coordonnateur du système des Nations Unies au Mali. L'exercice qui se tient en présence de 3 membres du gouvernement vise à baliser le terrain de leur intervention au lendemain du départ de la MINUSMA. Quand la MINUSMA était là, elle coordonnait l'ensemble de l'action des Nations Unies. Maintenant qu'elle n'est plus là, il y a lieu de pouvoir échanger avec ces fonds, agences et programmes pour établir des nouvelles modalités de poursuite de leur mission. Parce que vous savez, ces fonds, agences et programmes étaient là avant la MINUSMA et vont continuer leur mission après la MINUSMA. C'était en premier lieu de pouvoir leur rappeler la nécessité désormais de fonder leur action sur le respect des 3 principes clés qui guide l'action du Mali, le respect de la souveraineté de notre pays, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires de notre pays, mais également la prise en compte des intérêts vitaux des Maliens. Les partenaires de notre pays saluent la tenue de ces cadres d'échange axés sur les volets humanitaires et économiques. Nous avons pu échanger avec le gouvernement sur nos programmes et ce qu'on doit faire de plus pour pouvoir aligner nos actions sur les priorités du gouvernement dans les mois et dans les années à venir. Convergence de vues donc entre les 2 parties qui se sont engagés à travailler main dans la main pour le bonheur des Maliens. Au sortir de cet échange, nous sommes tous très réconfortés par la qualité de l'interaction, le respect de part et d'autre, mais surtout l'engagement de chacun pour pouvoir s'élever à la hauteur des attentes de nos populations. Nous avons une concordance très précise sur ce qu'on doit faire pour nous assurer, numéro 1, que là où les populations ont besoin d'assistance immédiate, qu'on travaille ensemble avec le gouvernement pour apporter cet appui humanitaire dont les populations ont besoin. Mais nous savons aussi que les gens ne peuvent pas seulement se nourrir de l'humanitaire. Il nous faut aussi travailler en même temps sur les questions de nexus qui nous amènent à travailler aussi sur les questions de développement. Disponibilité du gouvernement malien réitérée et engagement du système des Nations Unies à se donner les moyens pour accompagner le gouvernement. Les signaux sont ouverts entre les 2 parties. En images, nuit de l'ORTM édition 2024, c'est ce vendredi 23 février qu'aura lieu l'élection Miss ORTM 2024 au Centre international des conférences de Bamako. L'édition 2024 a un cachet particulier car elle enregistre la participation des Miss de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Elles ont eu des échanges avec leurs sœurs du Mali sur l'importance des nuits ORTM qui permettent un brassage culturel et même au-delà. Les Miss de l'AES ont été reçues par le directeur général de l'ORTM et le secrétaire général du comité syndical de l'ORTM.
Ils ont félicité les Miss pour leur présence à Bamako avant de les encourager à maintenir ce contact pour le renforcement des liens de coopération entre les pays de l'AES. Les Miss ont profité de l'occasion pour visiter les locaux de l'ORTM. Cette visite a été précédée par la remise de cadeaux aux responsables de l'ORTM. Conférence de presse sur le lancement de la 5e édition du Salon des sports. Ce salon vise à faire la promotion des disciplines sportives dans notre pays. Le reportage de Bouraïma Diallo. Le Salon des sports du Mali Sasma, qui est à sa 5e édition, avait connu une interruption. Maintenant, sa reprise est une évidence selon le comité de pilotage. Au cours de ce salon, des panels de haut niveau seront organisés qui concernent plus spécifiquement les fédérations dans le domaine des sciences de sport. Le programme de cette année sera riche et varié. Tous les acteurs qui évoluent dans le domaine du sport auront leur stand et pourront donc exposer leur savoir-faire. La particularité de cette 5e édition, c'est qu'à l'issue de 3 jours, nous allons organiser un gala. Au cours de ce gala-là, nous allons récompenser les anciennes gloires du sport malien. C'est le palais des sports Salamatou Maïga qui abritera du 23 au 25 de ce mois le salon des sports du Mali Sasma. Page noire de cette édition, la station régionale de ORTM Sikasso vient de perdre son chef technique, Hama Oumar Tapili. Il a été accompagné à sa dernière demeure par ses collègues, sa famille, ses amis. Compte rendu Moustapha Doumbia, Suleiman Bamba. C'est un ingénieur de l'industrie et des mines que la station régionale de l'ORTM Sikasso vient de perdre. Hama Oumar Tapili, âgé de la quarantaine, est le chef de la section technique de l'ORTM Sikasso depuis octobre 2021. Ce fonctionnaire de l'État est arrivé à l'ORTM, station régionale de Tombouctou, en 2010, comme technicien de l'industrie et des mines, puis à la station de Sikasso en 2012. Sa famille garde de lui un homme respectueux des valeurs sociales. Je suis vraiment très maîtris, mais ce que Dieu veut, et c'est ce qui se fait. On ne peut rien à l'encontre de ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est ça qui est la réalité. Sur le plan professionnel, Hama Oumar Tapili a toujours fait preuve de disponibilité pour son travail et de respect envers le personnel. Ce que je retiens de lui, c'est sa politesse, sa gentillesse et le don de soi. Et puisque le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, l'omnipotent, en a décidé ainsi, on ne peut que se soumettre à sa volonté. Et nous prions pour le repos éternel de son âme. C'est un homme sérieux, un homme patient. En réalité, c'est un chef qui ne s'énerve pas. Tout ce que je sais de lui, c'est un travail et il ne s'énerve pas. Il peut garder tout. Au nom du comité syndical de l'ORTM, je demande pardon à Dieu et nous prions que son âme repose en paix. Hama Oumar Tapili repose au cimetière de Lafiabougou. Il laisse une veuve et 4 orphelins. Dors en paix, collègues. Que son âme repose en paix. Amen. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne fin de soirée à tous.